Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20h. Voici les titres, les principaux de cette édition. Est-ce la fin du calvaire? Le comité de normalisation de l'instance fêtière du football camerounais, la FECAFOOT, annonce la passation de service avec la Fédération camerounaise de football le 2 décembre prochain. L'équipe du professeur Joseph Oona était face à la presse cet après-midi à Yaoundé. Le cinéma camerounais fait profil bas, l'absence de financement et le faible encadrement des pouvoirs publics sont indexés comme des pesanteurs à son décollage. État des lieux des principaux acteurs dans ce journal. Il a 13 ans. Il va régner sur un groupement communautaire à l'ouest du Cameroun. Le jeune Claude Feuteux de Balois prend les rênes de la communauté Balois-Bambou. Voilà pour les titres, les détails dans un très court instant. Bonsoir une fois de plus, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur le journal. La hausse du prix des carburants à la pompe et la ratification éventuelle des accords de partenariat économique avec l'Union européenne vont accentuer les difficultés auxquelles font face les Camerounais tous les jours. C'est du moins la conviction de l'Union des populations du Cameroun. L'UPC dite des fidèles était face à la presse à Douala ce jour. Reportage. Pour l'UPC des fidèles, présidé par Alexis Ndema, avec la hausse du prix des carburants et la ratification probable des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, le gouvernement camerounais accentue les difficultés auxquelles les populations font face au quotidien. Ce n'est pas la population qui doit supporter l'investissement de son argent. Et de plus, le budget d'investissement public n'est pas consommé suffisamment. Il ne sert à rien d'alourdir encore la tâche de la population pour un budget qui lui-même ne sera pas suffisamment exploité. Donc, ce n'est pas par là qu'il faut faire qu'il y ait des solutions. Il y a des niches où on peut récupérer de l'argent, le train de vie de l'État, les ressources qui sont donc extra-budgétaires qu'on ne voit pas. L'UPC des fidèles affirme surtout que la ratification des accords de partenariat économique par le Cameroun ne profitera qu'à l'autre partie. Nous entrons en concurrence avec des économies qui sont plus lourdes que nous. Et donc, le tissu économique qui reçoit va certainement être écrasé. Et ça concerne un certain nombre de produits qui ne rentrent pas dans le portefeuille de l'État. L'aluminium ne rentre pas dans le portefeuille de l'État, même si la SNH est actionnaire à 15% à l'UQAM. Ce n'est pas ça. Les bananeraies de Penja sont favorisées dans ce marché-là. Ça ne grossit pas les recettes de l'État. Donc nous pensons que ce décalage-là, ce n'est pas comme ça qu'il fallait le voir. Alexis Ndema et les autres militants du parti marquent leur solidarité au collectif du refus, qui appelle à porter des vêtements de couleur noire chaque mardi pour protester notamment contre la hausse du prix des carburants et celle du taxi. Hilaire Hamekwe, UPC des fidèles. Il faut que chacun apporte sa solidarité à cette lutte. Ce collectif a demandé que le mardi, les gens se vêtent en noir et moi je me suis mis en noir par solidarité pour ce mot d'ordre-là. Et tous les mardis, je me mettrai en noir. Le malaise et le mécontentement restent perceptibles au sein de la population après la hausse du prix des carburants à la pompe. Le collectif dit du refus et des partis politiques, surtout de l'opposition, observe un mouvement d'humeur pour manifester leur mécontentement. La grève de la faim et le mardi noir interviennent après les négociations entre le gouvernement camerounais et les syndicalistes au sujet de la hausse du prix des carburants à la pompe. C'est un reportage signé Jean-John Impec et Jean-Paul Chouniat. Après une semaine mouvementée chez les syndicats, c'est au tour des partis politiques de contester la hausse du prix du carburant à la pompe. Les dirigeants du PURS et du Modegna ont choisi la grève de la faim pour dire non à cette mesure gouvernementale en vigueur depuis des semaines. Il est inadmissible pour nous que nous continuions ou alors que nous cautionnons ce genre de mesures. Donc cette grève est illimitée. Autre sujet qui fâche la direction du PURS et du Modegna, les accords de partenariat économique que vient de signer le Cameroun avec l'Union européenne. Le Cameroun n'est pas devenu un dépotoir occidental. Le Cameroun est un État. Il ne peut pas prendre des décisions de manière unilatérale pour demander au peuple de subir et de payer le prix lourd. Dans la mouvance du non à l'augmentation du prix des hydrocarbures, les associations ont rejoint les rangs de la protestation. Le collectif du refus a décrété mardi noir chaque semaine pour signifier son désaccord à la décision du gouvernement camerounais.
nous organisons l'expression du mécontentement du peuple. Et la couleur du noir, chez nous, symbolise, si vous voulez, l'inquiétude, symbolise l'avenir sombre que ces mesures nous annoncent. Le mot d'ordre de se vêtir tout de noir n'a certes pas été suivi cette semaine, mais cette association entend activer une campagne de sensibilisation pour rallier les Camerounais à sa cause. 2 à 3 semaines après ces mesures, les Camerounais ne ressentent pas toute la mesure de ces décisions, mais dans les jours à venir, le pouvoir d'achat sera sérieusement atteint et on va assister à une hausse généralisée de tous les prix qui fera en sorte qu'il sera difficile de ne pas adhérer à cette campagne. Dans les rangs du PURS et du Modegna, tout comme au sein du collectif du refus, ces cadres assurent que les différents mouvements d'humeur ne s'arrêteront pas à si bon chemin tant que le gouvernement camerounais ne lèvera pas la décision instaurant la hausse du prix du carburant et du gaz domestique. Et ça brûle dans les rangs du SDF où des militants ont refusé de participer à l'élection du président du comité exécutif de la circonscription électorale de Nkonsamba dans le département du Mungo. Une élection qui a permis de porter Beaupierre à la tête de cette circonscription électorale. Les détails avec Cyril Djemba et Viviane Kamwa. Colère et tension, voilà les sentiments qui animent les militants du SDF à Nkonsamba. Ils s'insurgent contre l'organisation de l'élection du comité exécutif de cette circonscription électorale. Des militants qui ont décidé de quitter le lieu de l'élection. Ce qui se passe ici est anormal. Parce que le président n'a signé aucun document. Même la déclaration est déposée à la sous-préfecture. Le président n'a pas signé une déclaration pour déposer à la sous-préfecture. Un mouvement d'humeur qui n'a pas entaché la tenue de cette élection. Pour reprendre notre président national, il avait dit que le SDF est comme un train. Au fur et à mesure qu'il avance, il y a des gens qui sortent des wagons et descendent du train. Parfois, au départ, vous trouvez peut-être 200. Mais on ne va pas se décourager. La candidature unique de Mbou Ferdinand a tout simplement été validée par le comité d'organisation. Monsieur Mbou-Pierre est déclaré élu président de la République. Et un bureau de 25 membres a été également mis sur pied. Satisfait, le nouveau président a demandé aux autres militants de se joindre à lui pour préparer la prochaine échéance électorale. Et le mal-être est perceptible en Dokpassi 2, dans ce quartier de la ville de Douala 3e. Les populations sont sevrées de l'eau potable depuis 3 semaines déjà. Les robinets ont cessé de couler pour céder la place au forage dont la qualité n'est forcément pas garantie. C'est un reportage de Martin Manguele et de Flavien Valondongo. Ici, le quartier Ndokpassi 2. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 3e. Les travaux de réhabilitation de cette bretelle créent la soif d'eau potable au sein de la population. Il y a pratiquement déjà 1 mois, on n'a presque pas d'eau ici. Il y a des travaux qui sont bloqués au niveau du jardin de l'Urbaba, juste à la traversée des rails. Il y a pénurie d'eau dans tout ce secteur. Dans ce secteur situé non loin du commissariat du 14e arrondissement de la ville de Douala, le précieux liquide est rare. Les robinets sont à sec. Les habitants sont obligés de se référer au forage. Pour avoir de l'eau, vraiment, c'est pas facile ici. Il nous faut aller au forage et dépenser peut-être 25 à 50 francs le seau. On se retrouve à payer une seule journée, peut-être 500 francs. Vu que le forage n'est même pas à côté, les enfants se retrouvent en train de marcher en route. Ils ont même des fois peur. Selon des sources, dans cette partie de la capitale économique, l'eau de forage semble interdite à la consommation. Il y a le forage dans la zone Ndokpassi 2, Ndokpassi 1, Ndokpassi 3 est strictement interdit. On dit que le sous-sol est couvert du gaz. On se débrouille avec comme ça. Si on n'achète pas, on ne peut pas boire de l'eau. Et parmi les risques de consommation, il y a les maladies hydriques. Il faut donc parcourir de longues distances à la recherche du précieux liquide de la vie. Malgré cette pénurie d'eau potable, les factures continuent de tomber. On ne les voit même pas. Ils ne déposent que la facture et s'envolent comme ceci. On ne sait même vraiment pas si c'est eux-mêmes qui déposent les factures parce qu'on ne les voit pas ici. Vraiment, c'est pénible pour nous. Les habitants de Ndokpassi 2 ont donc soif. Soif d'eau potable. Car l'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Économie et entrepreneuriat, opportunités de sous-traitance, les
petites et moyennes entreprises camerounaises sont appelées à augmenter leur niveau de productivité et de compétitivité pour atteindre les niveaux sous-régionaux et internationaux. Des experts pensent que c'est possible à travers la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, instrument de connexion et d'accompagnement des entreprises né de la volonté du gouvernement camerounais. La BSTP a vu le jour en 2012 seulement. Très peu d'entreprises y sont déjà inscrites, très peu dans les 16 000, dont 90% de PME et PMI que compte le Cameroun. Notons tout de même qu'en une année de fonctionnement réel, les 170 entreprises souscriptrices expriment leur intérêt. Le manque de financement et l'absence de matériel de production plombent le cinéma camerounais. C'est du moins ce que pensent les cinéastes camerounais. Bassek Bakobio et Gérard Essomba dressent un état des lieux du 7e art au Cameroun à la faveur du Festival du cinéma africain qui se tient à Yaoundé. Joël Essengé et Yannick Mbazo. Vous demeurez le serviteur de l'illustre représentant de la ligne des Papandem. Comparativement au cinéma nigérian, au ghanéen, celui du Cameroun tarde à trouver ses repères. Après tout, je suis ici chez moi. Ouvrez cette porte. Pour Bassek Bakobio et Gérard Alain Essomba, tous deux cinéastes et réalisateurs, les causes de ce retard d'émergence sont multiples. Ils notent d'une part le manque de financement. Les difficultés d'argent, il y a les difficultés oui, au niveau de l'argent, et puis il y a peu de gens qui sont formés. Et les problèmes liés à la production d'autre part. Nous n'avons pas de production. Nous avons un ministère de la Culture qui est un peu endormi. Et je me demande si ce n'est pas le fait que ce ministère de la Culture réside dans un lieu que je considère comme le lieu des fantômes coloniaux. Aujourd'hui, les cinéphiles camerounais raffolent des films nigérians et ghanéens. Bassek Bakobio pense que c'est la résultante de la non-valorisation à la base du cinéma camerounais. Il y a 10 ans encore, nous refusions de considérer que c'était du cinéma. Je considère que c'était la vidéo qui a progressé. Mais quand vous avez 3000 films qui sont faits chaque mois, il y en a une bonne centaine qui sont visibles partout. Et parce que ces pays ont calqué leur cinéma sur le modèle américain, renchérit Alain Gérard Essomba. C'est des cinémas qui sont d'abord au départ très anglophones et qui regardent un peu ce qui se passe du côté des États-Unis d'Hollywood. S'il est vrai que certains amoureux du 7e art s'évertuent à valoriser ces secteurs au Cameroun, mais les faits démontrent à suffisance que le cinéma camerounais reste l'ombre de lui-même. Maman, est-ce que tu sais que ta photo a disparu du salon? Et 13 ans, c'est l'âge du nouveau chef supérieur du groupement Balois Bambou dans l'arrondissement de Tonga, département du Ndé-Loussom, dans la région de l'ouest du Cameroun. Claude Feuteux de Balois a pris les rênes de cette communauté et devra œuvrer au rayonnement du village Balois Bambou. Maxime Mouchouyo et Sandrine Babo. Le chef Balois Bambou. À 13 ans, Claude Feuteux de Balois devient le nouveau roi de la communauté Balois Bambou dans l'arrondissement de Tonga, département du Ndé. Son intronisation ce 19 juillet 2014 marque la fin de la vacance à la tête de la chefferie Balois Bambou. Une vacance qui aura duré 2 ans depuis le décès de Sa Majesté Matengatou Fefezek, mais également l'apothéose de 5 semaines passées dans la case sacrée où Sa Majesté Claude Feuteux de Balois a été initié à la gestion de la communauté dont il a désormais la charge. Claude Feuteux de Balois, qui se voit ici auréolé de ses attributs de chef traditionnel, a la lourde mission de veiller à l'entente cordiale entre les filles et fils du groupement Balois Bambou, de taire les querelles entre frères et sœurs, mais surtout, il devra conduire tous les ressortissants de cette contrée à œuvrer à la promotion et au développement du village par le principe du développement participatif. Et ceci par des actions fortes. Afin de mener à bien ce cahier de charge, il pourra bénéficier de la collaboration des différents chefs traditionnels de l'arrondissement de Tonga qui lui ont témoigné leur soutien par leur présence à cette cérémonie. Sa Majesté
Les différents orateurs, au rang desquels le préfet du département d'Undé, les élites de Balwa Bambou, les autorités religieuses ont loué la sagesse du jeune chef qui a respecté la volonté de son père de le succéder à ce trône. Et c'est dans cette demeure spécialement construite pour l'occasion que Sa Majesté Claude Feuteux de Balwa devra recevoir ses sujets pour discuter des préoccupations du peuple Balwa Bambou. Notons que la sortie du Lakam de Sa Majesté Claude Feuteux de Balwa Bambou était précédée de la cérémonie des obsèques officielles de feu Sa Majesté Gatchou Martin Fefezek, décédé le 18 octobre 2012 après 41 ans de règne. Actualité au-delà de nos frontières en quelques escales. D'abord, des nouvelles au sujet de l'enquête sur le crash du vol MH17. Les activistes ukrainiennes anti-gouvernementaux ont remis les 2 boîtes noires de l'avion aux enquêteurs malaisiens 5 jours après que l'avion a été abattu à l'est de l'Ukraine. L'enregistreur des données du vol et l'enregistreur de voix pourraient conduire à des informations clés sur ce qui s'est réellement passé. Le dirigeant militant Alexander Borovaï a déclaré durant la remise des boîtes noires qu'ils avaient fait de leur mieux pour retrouver les corps et l'épave sur le site du crash. Il a également nié les accusations selon lesquelles les activistes ont abattu l'avion. Pendant ce temps, le Premier ministre malaisien a annoncé ce mardi que ces activistes ont accepté de donner aux enquêteurs internationaux indépendants un accès sécurisé sur le site du drame. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé une résolution demandant un accès sécurisé et libre sur le site du crash du vol MH17. Il a également appelé à une coopération complète avec la Commission d'enquête internationale. Dans la résolution adoptée à l'unanimité hier, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fermement condamné l'attaque du vol MH17. Ils ont souligné la nécessité d'une enquête internationale et indépendante conformément au règlement de l'aviation civile. Et selon l'ambassadeur de Russie en Malaisie, des experts auraient confirmé que les boîtes noires du vol MH17 de la Malaysia Airlines n'avaient fait l'objet d'aucune manipulation. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de CCTV. Les boîtes noires ont été remises aux experts malaisiens et ils ont certifié qu'elles n'ont pas été falsifiées. Ce sont les mots des experts. Les rebelles ne possèdent pas de systèmes de défense qui sont capables de tirer sur un avion à une altitude de 10 km. Ils n'ont pas ce genre de système. La Russie n'a jamais fourni ce genre d'armes. En Russie, nous ne jouons pas au même jeu que nos homologues occidentaux. L'accusation de quelqu'un sans preuve. Nous ne le faisons pas. Nous appelons à ce qu'une enquête minutieuse se déroule pour déterminer qui pourrait être responsable de cette tragédie. Une note en sport pour refermer ce journal, passation de pouvoir entre le comité de normalisation et le bureau élu de la Fédération camerounaise de football le 2 décembre prochain. Cette annonce a été faite ce mardi au cours d'un point de presse mentionnant la réunion du comité de normalisation, rencontre au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises, des décisions qui concernent la Coupe du Cameroun et la Ligue de football dans la région du littoral. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillachon. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur les programmes de Equinox Télévision. Bonsoir.